Comment j'ai modélisé ça? Eh bien, dans l'entretien initial, ce qui se passe, c'est qu'il y a une atmosphère très particulière qui se crée dès qu'on entre dans la salle de consultation. Quand vous entrez dans le bureau d'un thérapeute alternatif, c'est pas un endroit où vous rentrez habituellement, sauf si vous êtes thérapeute alternatif, parce que il y a des objets particuliers, il y a des bouts de bois, il y a des libellules en verre, il y a des fleurs avec des dessins géométriques, il y a une statue de Bouddha et puis en face un Christ. C'est pas des agencements que vous allez retrouver ailleurs que dans des bureaux de thérapeutes énergétiques ou dans des librairies ésotériques, mais en tout cas, ça donne une atmosphère particulière qui vous met dans un état d'esprit un peu spécifique. Et le thérapeute va utiliser une formulation qui va rendre le problème que vous avez compatible avec l'action qu'il va faire. Donc, il va, par exemple, vous dire que si vous avez mal au dos, c'est parce que vous en avez plein le dos de votre supérieur, qu'il est sur vous, que son énergie elle est trop lourde, et que donc il faut remettre ça en circulation. Et pour remettre ça en circulation, on va passer une pierre qui va absorber le mal et aller la jeter ailleurs, par exemple. Tout ça, ça vous met dans un état de disposition psychique, c'est-à-dire un état de réceptivité, qui est semblable à celui qu'on peut retrouver en hypnose, parce que c'est des pratiques assez voisines. Et ça va vous rendre réceptif à une forme de communication que vous allez avoir avec le thérapeute. Et ça, les thérapeutes le disent bien, je ne peux pas travailler si le patient ne travaille pas avec moi. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité, mais qui ne se passe pas par les mots, qui se passe en dehors du langage, avec des manipulations et des formes de réaction corporelle du patient. Là, il va y avoir ce qu'on appelle, nous, des processus primaires, c'est-à-dire un peu l'architecture de la manière dont notre esprit fonctionne, qui est vraiment centrée sur le corps. Et ces processus-là, ils vont interagir dans la communication pour justement faire bouger des choses en nous sans qu'on en ait forcément la conscience. Voilà. Et ça s'apparente à ce qu'on a, nous, dans le champ de la psychologie, avec la médiation thérapeutique, c'est le fait d'utiliser différents objets pour produire un changement psychologique chez la personne. Ça va être utiliser des photos, utiliser des films, de la pâte à modeler avec les enfants, ou du jeu, etc. On va utiliser ces objets-là comme des moyens de discuter de situations sans discuter de la situation. Ben là, c'est pareil, on va utiliser le corps pour travailler sur une situation, une problématique, sans travailler vraiment sur la problématique. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que le thérapeute, il va faire des suggestions, donc au même sens que dans l'hypnose, quand on va vous dire « oubliez que vous avez envie de fumer », là c'est la même chose, le thérapeute, il va vous suggérer certaines choses, il va vous prescrire des rites pour en quelque sorte garantir que le changement qui est inclus, qui a été obtenu dans la séance va bien s'implémenter. S'il vous dit de retourner en contact avec la nature, mais qu'il ne vous dit pas qu'il faut aller tous les jours marcher dans le sable ou faire une promenade dans les bois, au bout de 2 jours, vous reprenez votre train-train quotidien, vous n'y allez pas. Et donc vous n'allez pas intégrer ce changement-là. Pour que ça s'intègre, il faut que ça devienne une habitude. Et donc il va y avoir pour le patient un processus d'après-coup, dans lequel le patient va repenser à la séance et va intégrer tout un tas de choses au fur et à mesure, ça va se décanter.